d'avoir lancé l'enregistrement. Pierre-Yves Guillenov, je suis délégué général de l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne. Je vais animer ce webinaire avec Louise Jean Albert, qui fait partie de l'équipe de l'Institut. Et je vais commencer par, avant de vous présenter nos intervenants, vous dire un petit peu dans quel contexte ce webinaire se situe. Il se situe dans le cadre d'un programme, d'un chantier, comme on l'appelle, qui s'appelle Conflits et projets. Tiens, Louise, si tu veux bien avancer le PowerPoint. Voilà, Conflits et projets, qui est né en fait d'une interrogation qui venait de plusieurs de nos membres, qui était de se dire, est-ce qu'on peut dire qu'on est aujourd'hui dans un contexte de radicalisation des positions autour des projets, des politiques publiques, et pourquoi? Est-ce qu'il y a de plus en plus de conflits? Est-ce qu'il y a de plus en plus de violence dans les conflits? Comment mieux comprendre ce conflit? Comment par exemple, s'expliquer le fait que certains territoires sont plus conflictuels par rapport à l'irruption de projets que d'autres? Et puis, comment affronter ces situations, comment les prévenir, comment les gérer? Voilà, donc beaucoup de questions. Pour cela, on a mis en place plusieurs actions. La première, c'était d'abord un petit travail bibliographique qui visait à identifier et organiser des ressources biblio, mobiliser notamment des travaux de recherche. Ensuite, on a eu 3 séminaires successifs avec des chercheurs et chercheuses. Sophie Vanish, qui est historienne, Patrice Mellet, qui est géographe, et Philippe Subra, qui est géopolitologue. Ça, ce sont des 3 webinaires qui ont eu lieu au printemps, et donc vous trouverez les comptes rendus et les replays sur le site de l'Institut. Actuellement, nous sommes dans une phase donc, qui s'ouvre avec ce webinaire de retour d'expérience. Aujourd'hui, c'est sur les projets éoliens. En janvier, nous aurons une expérience, un retour d'expérience aussi sur des projets urbains. Nous sommes en train de préparer l'organisation de ce webinaire. Et puis, entre les deux, en décembre, on aura un moment de dialogue avec des médiatrices donc qui sont expérimentées et qui vous feront un retour sur leur action sur le terrain et auquel vous pourrez partager évidemment vos expériences et vos questionnements. Voilà, dernière chose, dans le cadre de ce programme Conflits et projets, nous avons mis en ligne sur le site de l'Institut, sur l'adresse qui apparaît là en bas de cette diapo, des notes de lecture, un kit méthodologique pour animer des débats sur les questions de conflits autour des projets dans des collectivités territoriales, des entreprises ou des associations. Et puis, il y aura, in fine, à la fin de ce chantier, c'est-à-dire début 2024, une publication qui va résumer un petit peu les enseignements de tout cela. Voilà le chantier Conflits et projets qui est animé par un petit collectif de 4 ou 5 personnes, donc de l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne. Voilà, écoutez, je vous propose qu'on passe à la présentation de nos intervenants. Donc, merci à eux d'être là aujourd'hui avec nous. Nous accueillons donc Julien Baillargeau, qui est de l'entreprise EDP Renouvelable, responsable de la communication et de la concertation. Merci à lui. Et puis, 2 personnes du syndicat mixte Est-Creuse Développement, Florian Lougnon, qui est chef de projet TEPOS. Alors, TEPOS, ça veut dire territoire à écologie positive. Énergie positive. Énergie positive. Ah bah oui, évidemment, énergie positive. Et puis Gérard Thomason, qui est vice-président de ce même syndicat et qui est également maire de Bussière-Saint-Georges, donc qui est une petite commune de la Creuse. Donc, ce syndicat a une expérience qui nous a paru intéressante en matière de développement des projets éoliens, et c'est pour ça que nous les avons invités à participer au jour d'aujourd'hui. Écoutez, je propose qu'on commence par Julien. Julien, si vous êtes prêt, Je suis prêt. on peut on peut y aller. On va vous donner la parole. Louise, peut-être que tu peux fermer là le PowerPoint pour le moment, et puis on va laisser un peu de place à Julien. Voilà, donc Julien, si vous voulez bien, en quelques minutes, 10, 15 minutes, pas plus, nous faire part de votre expérience.
Ensuite, on aura un moment d'échange. Ensuite, je donnerai la parole à Florian Lougnon et Gérard Thomason. Et puis, nous aurons un débat général autour de ces deux présentations d'expérience. Évidemment, le chat est là pour accueillir dès maintenant vos questionnements et puis aussi vos contributions, hein. Je sais que parmi ceux qui sont ici en ligne, il y a beaucoup de gens qui ont de l'expérience de ces situations de terrain. On est ici entre praticiens, on est là pour partager des expériences, partager des enseignements qui sont issus de la réalité du terrain. Donc n'hésitez pas non seulement à questionner, à interroger, à réagir, mais aussi à nous faire part, vous, de vos propres expériences si vous le souhaitez. Julien, c'est à vous. Peut-être en quelques mots, vous pourriez commencer par nous dire voilà, les conflits et les projets éoliens. À quoi est-ce qu'on peut, je sais pas, quelques éléments de causalité, d'interprétation, quelques réflexions préliminaires de votre part au vu de votre expérience? Ouais, bah, sur la conflictualité, je crois que c'est un sujet effectivement qu'on voit essentiellement, je dirais, quand on est en extérieur à l'éolien. C'est-à-dire que ce qui ressort de la thématique du développement éolien de manière générale dans ce pays, c'est que globalement, par nature, le développement éolien serait conflictuel. Je pense que ça, c'est un postulat qui, par la pratique, s'avère relativement faux tout de même. Je pense qu'il faut quand même pour moi en tout cas en préalable, il faut quand même le rappeler. C'est-à-dire que sur la globalité des projets qu'on travaille. Moi, je travaille pour une entreprise qui, globalement, aujourd'hui, développe à différents niveaux de maturité quelque chose comme 130 projets en France. Euh, on a des conflits très prononcés, entre guillemets, sur une infime minorité d'entre eux. Donc ça, je pense que c'est une chose qu'il faut rappeler. L'éolien n'est pas nécessairement conflictuel par nature et par essence. D'ailleurs, je pense que c'est une réflexion qui va évoluer aussi avec le temps. Ça m'amène à mon deuxième point. C'est qu'un des plus gros sujets moteurs de conflictualité dans ce que je rencontre moi, c'est la densité de ce qu'on appelle le contexte éolien. Le contexte éolien, c'est globalement la présence de parcs éoliens et la densité de présence sur un territoire donné. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ont eu l'occasion d'écouter. Il y a eu une très bonne émission le midi sur un 13-14 de France Inter dans la Somme, dans une ville d'ailleurs dans laquelle on a un parc éolien, nous, dans un village qui s'appelle Montagne-Fayel dans la Somme. Et effectivement, dans la Somme, vous avez un contexte éolien qui est aujourd'hui à quasiment 900 éoliennes dans ce petit département de la Somme et qui globalement va monter dans les prochaines années à autour d'un millier puisqu'il y a un peu plus de 100 éoliennes qui ont été autorisées donc qui vont rentrer en construction dans les prochains mois, des prochaines années. Et ça, évidemment que c'est un moteur de conflictualité. La densité des projets fait que ce qui était acceptable dans une petite proportion devient complètement inacceptable dans une très large proportion. Euh, Ça, c'est motivé, c'est-à-dire que c'est pas, comment dire, c'est pas une lubie des développeurs éoliens que de procéder à une implantation quasi invasive, parce qu'il y a un peu de ça sur des territoires donnés, c'est qu'aujourd'hui, on est dans des cadres réglementaires qui font que, globalement, si on prend en compte à la fois les gisements de vent et ce que nous permet la réglementation dans ce pays, mais en fin de compte, le territoire national, il est très inégalement servi en termes de développement éolien. Donc, c'est pour ça que globalement, on s'installe dans des zones qui sont à peu près toutes les mêmes pour l'ensemble des développeurs éoliens du pays. La densité du contexte, elle génère du conflit, ça c'est une réalité. Il y a pas mal d'autres choses en fin de compte. Moi, je crois qu'il y a un élargissement de la portée des conflits. C'est-à-dire que ce qui était un conflit local, où quand je parle de conflit, je parle de vraiment tous les niveaux de conflit, puisque bien sûr, il y a comment dire, on va de l'opposition individuelle ou collective
et de l'opposition verbale globalement, jusqu'à de la ZAD et à des gens qui s'accrochent dans des arbres ou qui empêchent des travaux de défrichement. Enfin, voilà, il y a plusieurs niveaux de conflictualité jusqu'à des situations qui peuvent être des situations extrêmement violentes. Et en fait, pour moi, il y a un élargissement, c'est-à-dire que un conflit qui pourrait se passer, par exemple, en Bretagne, sur un petit village, euh, bah, ce conflit-là va être utilisé globalement et va avoir un impact et va affecter euh, le développement éolien de manière générale sur l'ensemble du territoire, parce qu'il va pouvoir être récupéré par d'autres oppositions locales, en fin de compte. Et donc, du coup, je dirais que les conflits servent d'exemple entre eux. Et donc ça, c'est pour moi aussi un moteur. C'est-à-dire qu'on arrive dans un territoire et finalement, comme les conflits locaux ailleurs dans le pays ont déjà de la visibilité, finalement, on arrive avec il y a un préalable. C'est-à-dire qu'il y a un préalable sur le fait que bah, développer un parc éolien, ça génère telle et telle et telle et telle et telle nuisance. Et donc, du coup, ça en fait quelque chose, ça en fait un item qui est absolument insupportable sur le territoire. Je pense il y a d'autres choses aussi, notamment en termes de démographie. Moi, c'est quelque chose que. Alors, encore une fois, ça, je ne l'ai pas dit au départ, mais je ne fais pas de généralité. C'est-à-dire que la seule chose dont je parle, c'est de mon expérience. Et mon expérience, elle ne vaut que pour ce qu'elle est. Elle n'a pas vocation à être autre chose que ça. Je ne l'ai pas dit en préalable, mais je pense que c'est important. Euh, Moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que parmi celles et ceux qui portaient le plus fort de l'opposition sur le développement, c'est finalement beaucoup de néo-ruraux. Et donc, je pense il y a un sujet de démographie là-dedans aussi, parce que finalement, pour des gens qui ont choisi d'aller habiter dans des zones peu denses, puisque de fait, le développement éolien se fait par nature dans des zones peu denses. Pour les gens qui ont fait ce choix-là et qui ont fait le choix finalement d'un territoire tel qu'il était à l'instant T, qui ont fait le choix d'un paysage, qui ont fait le choix de conditions de vie, bah, finalement, modifier ça, c'est insupportable dans la mesure où finalement, c'est venir mettre un coup de canif dans le contrat qu'ils ont passé, eux, dans leur projet de vie avec le territoire dans lequel ils ont décidé de s'installer. Et donc, dans celles et ceux qui sont effectivement les plus virulents, sont des gens qui, pour un grand nombre, en fin de compte, sont pas des gens qui sont sur le territoire depuis 50 ans, depuis 60 ans, voire même depuis plusieurs générations. Donc ça, à mon sens, c'est une chose dont on parle pas beaucoup, mais je pense qu'il y a des enjeux de démographie qui sont pas du tout neutres là-dessus. Euh, Dans les autres moteurs, on a aussi bah, probablement les évolutions de réglementation, parce que bah, finalement, la réglementation qui permet de mettre à distance les éoliennes, de protéger à la fois et les gens et les bourgs, et la biodiversité, il y a eu des évolutions réglementaires importantes. Je pense qu'aujourd'hui, elles sont un peu plus satisfaisantes que ce qu'elles pouvaient être il y a encore 10 à 15 ans. Et donc, en fait, on s'est retrouvé aussi avec des situations problématiques où, en fin de compte, des gens habitaient, je ne vais pas dire en pied d'éolienne, finalement pas très, très loin, quoi. Euh, Peut-être une des dernières choses, parce que j'ai pas envie d'être trop, trop long. Mais je dirais, et ça, c'est plutôt quand je vais regarder la filière que un peu je représente aujourd'hui, c'est qu'on a des pratiques de développement qui ont évolué aussi. Et là où il y a quelques années encore, on était plutôt sur un sujet de technicien. C'est pas faire offense aux ingénieurs que de dire un sujet d'ingénieur. C'est-à-dire, on a une solution technique, c'est la meilleure possible, avec des pratiques de développement que je qualifierais parfois peut-être un peu d'agressif finalement, en disant bon ben le cadre réglementaire, il est tel qu'il est, on s'y conforme et on ne va pas plus loin. Et en l'occurrence, le cadre réglementaire, à aucun moment, il impose à un développeur éolien de discuter avec les gens de la manière dont ils voient leur territoire. Donc du coup, je pense que sur pas mal pendant pas mal d'années, finalement, il y a eu aussi cette idée de se dire, bon, euh, on a le droit de le faire, donc on le fait. Et on n'a pas besoin d'aller au-delà.
parce qu'au-delà, ça va nous coûter de l'argent, ça va nous coûter du temps aussi. Bon, ça, c'est des choses que mes collègues praticiens connaissent bien, j'en suis convaincu. Donc voilà, en gros, un peu pour les différents éléments sur la conflictualité, sur les causes. Euh, il y a une politisation, en dernier lieu peut-être, je pense qu'il y a une politisation importante de l'aménagement du territoire aujourd'hui, surtout autour de ces projets. Et donc, du coup, je pense que c'est un, comment dire, il y a une certaine forme de rupture dans la manière dont on envisageait la production d'énergie dans ce pays, qui était extrêmement centralisée sur quasiment, c'est-à-dire que 80% de la production d'électricité était répartie sur 35 sites nucléaires dans le pays, quoi, si je dois caricaturer. Aujourd'hui, on passe sur un système extrêmement décentralisé. Comme c'est décentralisé, ça va venir bouleverser des écosystèmes locaux. Et donc, de ce fait, tout ce qui bouleverse un écosystème local, derrière, a vocation à être réutilisé à des fins politiques. Je pense que pour le coup, les représentants de politiques qui vont venir juste après pourront en parler probablement mieux que moi. Et donc, du coup, la politisation de ça est un vrai, à mon sens, c'est un vrai sujet parce qu'il il y a une politisation du conflit, mais il y a assez peu finalement de politisation du développement territorial sur la thématique des énergies renouvelables. Et donc, si vous voulez, il y a un réel déséquilibre entre les deux items, ce qui fait que bah, finalement, on est quasiment sur la parole est laissée à celles et ceux qui voudraient un peu muséifier le territoire, quoi. Merci Julia. Bon, merci pour ce panorama des causes possibles de votre point de vue. Moi, je retiens surtout les deux dernières. Hein. Les premières, évidemment, densité des projets, élargissement de la portée des conflits, démographie, réglementation. Évidemment, ça fait partie du panorama. Mais les deux dernières, elles sont intéressantes. Vous parliez d'évolution des pratiques de développement et de la politisation du conflit. Je pense que ces deux items-là, ça renvoie aussi au dialogue entre entreprises et territoires, entreprises, élus, population. Je pense qu'il y a des choses à dire à ce sujet. On va voilà, centrer un petit peu les échanges là-dessus d'ailleurs. Vous, concrètement, entreprise, qu'est-ce que vous faites pour prévenir ou bien pour guérir? Je ne sais pas quelle est votre stratégie. Ce genre de situation. À partir de quel moment vous considérez d'ailleurs que il y a conflit ou il n'y a pas conflit ou voilà ou un désaccord, ça fait partie de voilà du quotidien. Voilà. Ouais, bah, nous c'est notre quotidien. Je pense il y a pas mal de. À l'échelle de la filière, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises un peu comme nous qui ont décidé au fur et à mesure, en fin de compte, d'internaliser des fonctions de concertation. Et ensuite de travailler aussi, évidemment, avec des prestataires externes sur ces sujets, même si, moi, dans ma pratique, il y a une prime, je dirais, il y a une prime pour les développeurs qui se mettent en avant, qui se mettent en contact direct avec les riverains, avec les populations, avec les territoires. Euh, Moi, c'est quelque chose qui m'est revenu beaucoup sur, OK, je ne suis pas d'accord avec vous et je n'ai pas très envie que vous fassiez ce projet-là. Cela étant, je vous reconnais le fait d'être présent devant moi et d'aller au bout de votre démarche, entre guillemets, en recevant ma parole, en m'écoutant, même si, effectivement, à la fin, il faudra qu'on soit d'accord de pas être d'accord. Comment est-ce qu'on prévient les choses? De toute façon, que ce soit sur le développement éolien ou sur n'importe quel type d'aménagement, je pense que l'étude de contexte, elle est basique. C'est-à-dire que sans étude de contexte, moi, c'est très compliqué pour moi d'accompagner les équipes qui, globalement, sont des chefs de projet, euh, qui sont de plus en plus, je dirais, sensibles à ces sujets de concertation. Ça a commencé par la communication et aujourd'hui, ils sont de plus en plus sensibles à la concertation. Euh, donc moi, je réalise systématiquement une étude de contexte pour savoir exactement comment est-ce que se situe le territoire par rapport au sujet qu'on traite. Ça me permet d'identifier aussi les interlocuteurs essentiels.
et la manière dont est perçu le développement éolien ou le développement photovoltaïque, puisqu'on fait du photovoltaïque aussi. Et finalement, le photovoltaïque, c'est à peu près la même chose que l'éolien, mais avec 5 ans de retard, quoi, si je dois caricaturer. C'est-à-dire que dans 5 ans, on aura les mêmes problèmes en photovoltaïque que ce qu'on a en éolien. Euh, donc, que pensent les prescripteurs d'opinion du territoire, les influenceurs, etc., pour justement avoir une bonne idée de là où on est, puisqu'on ne connaît pas l'ensemble des communautés de communes de ce pays, malheureusement. Le deuxième point, c'est que moi, je prépare beaucoup les équipes où j'essaye de les mettre en situation le plus possible dans des environnements où ils sont en sécurité avec moi. Moi, je suis élu local par ailleurs, donc en plus, ça me permet aussi de changer de langage assez facilement. Et donc, du coup, sur la thématique du langage, justement, ça me permet d'aller les confronter à ce qu'ils véhiculent, que ce soit en termes de vocabulaire ou en termes de posture. Parce que pour moi, c'est un élément qui est essentiel, c'est-à-dire que bien souvent, on va susciter des espaces, on va créer des espaces de dialogue, mais on ne fait pas l'effort de parler le même langage. Et le langage du développement éolien n'est pas le langage du commun des mortels. C'est à peu près pareil, je pense, dans toutes les branches et dans tous les secteurs. Et donc, du coup, il y a besoin de faire un travail de vulgarisation, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire de faire un travail de démocratisation de la parole pour que ça puisse être intelligible et qu'on puisse se parler exactement de la même chose sans susciter chez son interlocuteur ou son interlocutrice des attentes qui soient des attentes infondées. Ça, moi, bien souvent, je le rencontre. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose, c'est une chose sur laquelle je me bats très, très fort. Quand on communique, on ne concerte pas, par exemple. Je sais que c'est acquis pour l'ensemble, pour l'ensemble des présentes et des présents, mais ça ne l'est pas forcément tout le temps dans mes équipes projets. Pour eux, faire une lettre d'information, par exemple, c'est un moment de concertation. C'est pas, voilà. Donc, je travaille beaucoup là-dessus. Je travaille aussi sur l'accompagnement in situ, c'est-à-dire que je vais avec eux dans les espaces de débat, dans les espaces de dialogue. On fait beaucoup de permanence d'information, on fait beaucoup de porte-à-porte. Moi, mon objectif, c'est vraiment de leur donner à voir. Alors, c'est toujours compliqué parce que je ne peux pas me prendre en exemple parce que ce serait manquer un poil d'humilité, mais c'est pour essayer de leur donner des pistes sur ce qu'on a besoin de travailler en termes de posture, en termes d'écoute, euh, parce qu'il y a un besoin de sincérité, il y a un besoin d'authenticité. Quand on est à l'écoute de ce que les gens ont à nous dire par rapport à leurs ressentiments, par rapport à leurs sentiments sur le développement du projet, sur leur territoire, en fait, on se rend compte que bien souvent, ils commencent par nous parler du projet et qu'en fait, finalement, il y a beaucoup d'autres choses à faire exprimer. Donc ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup, beaucoup avec eux, justement pour que eux-mêmes, ils puissent se mettre un peu dans ce chemin-là et engranger de l'expérience et finalement devenir de plus en plus autonomes. Euh, Ça, Julien, je peux vous interrompre, mais en fait, permanence porte-à-porte, ça s'adresse aux locaux, je dirais. ouais. Tout à l'heure, vous me disiez qu'il y avait une espèce d'exportation du conflit, c'est-à-dire qu'il y avait des acteurs extérieurs au territoire qui peuvent se mobiliser. Donc, Mhm. ces gens-là, vous essayez de les contacter aussi, ou bien vous faites l'impasse? Est-ce que vous organisez des réunions publiques? Est-ce que vous organisez voilà, des forums en ligne? Comment vous faites? Alors, ces gens-là, on n'essaye pas de les contacter pour une raison simple, c'est que c'est pas nécessaire de le faire, dans la mesure où eux-mêmes sont très vigilants et très attentifs Celui sur, qui vous contacte. sur les espaces que nous pouvons, que Et nous vous les pouvons intégrez dans ouvrir. la discussion ou Donc, pas? tout systématiquement, on n'exclut jamais personne, même dans des espaces qui ne sont pas forcément d'ailleurs des espaces de dialogue. J'ai fait une inauguration dans un parc éolien en Bretagne il n'y a pas très très longtemps, où j'ai eu un collectif d'opposants qui est venu en procession depuis un bout de route là.
qui étaient des opposants qui n'avaient rien à voir d'ailleurs avec le territoire et avec le projet éolien qui était inauguré ce jour-là. Mais Mm. évidemment qu'on les a reçus, évidemment qu'on a discuté avec eux. Il y en a même qui sont venus pour aller visiter l'éolienne, donc c'est que l'un dans l'autre, Mm. ils étaient pas complètement fermés. Donc, non, non, on les contacte pas. Après, ce qu'on fait pas, et je sais que ça va faire, ça va en faire réagir certaines et certains, c'est on fait pas de réunion publique. On fait pas de réunion publique parce qu'en fait, le sujet de la réunion publique, c'est que globalement, il faudrait qu'on soit en capacité de mettre en débat plus de choses que ce qu'on peut faire aujourd'hui dans l'éolien. La réglementation ne nous permet pas de marge de manœuvre incroyable. Enfin, il y a deux choses. La réglementation, moi, je représente aussi un acteur privé qui, globalement, a des attentes en termes de rentabilité de la production d'énergie, puisqu'il il installe pas des éoliennes qui, globalement, pour vous donner un ordre d'idée, coûtent 1,5 million d'euros du mégawatt simplement pour le plaisir. Donc, effectivement, il y a des logiques de rentabilité. Donc, du coup, quand on prend en compte à la fois les logiques de rentabilité et à la fois les logiques réglementaires, finalement, la mise en débat, elle est assez faible sur l'éolien. Et donc, du coup, la réunion publique, elle suscite des attentes qui sont des attentes qui seront systématiquement déçues et qui, après, derrière, vont venir finalement aggraver les conflits. Moi, toute une partie de mon travail, finalement, il est plutôt de venir rassurer. Je vais pas, comment dire, je vais pas faire changer d'avis les oppositions. Pour autant, et c'est ce que je leur dis, c'est ce que je leur dis assez régulièrement, c'est que c'est une chose de s'opposer à un projet, c'en est une autre que de ne pas endormir pendant 18 mois avec des gens qui parfois se mettent dans le rouge. Enfin, c'est-à-dire que physiquement, en termes de santé, simplement par somatisation, ils sont dans des très très grandes difficultés. Donc ça, pour moi, c'est important. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on fait plutôt des permanences d'information dans lesquelles on peut inclure un poil de concertation. Mais moi, je suis toujours très mal à l'aise avec le terme parce qu'effectivement, on est sur des choses qui sont extrêmement, extrêmement légères, quoi. C'est-à-dire que ça peut être sur la prise en compte comment dire, des individus et de leurs usages quand on est en phase d'études, par exemple. Donc, on va aller les voir, on va discuter avec eux. Mais enfin, en, en termes de comment est-ce qu'on place les éoliennes, combien on en choisit, etc. Enfin, c'est pas, c'est pas mis en débat. En tout cas, pas par la société que je représente, et en tout cas pas celle de la majorité des développeurs privés du pays. Il y en a d'autres qui le font, hein. Il y a des coopératives citoyennes, etc., proposent des modèles différents, mais pour le coup, on est vraiment sur un sujet qui est différent. Donc nous, on fait de la permanence d'information, on fait aussi pas mal de porte-à-porte, parce qu'en fait, finalement, il y a à la fois les oppositions et il y a aussi les logiques de groupe d'opposition. Et donc, Une minute encore, une Julien, minute, puis très après rapide. on va laisser la parole. Il y a des questions sur le chat, j'ai l'impression. Louise nous dira ça. Très rapide. Ouais. En gros, moi, ce que je fais beaucoup, c'est que sur ceux qui sont opposants et qui viennent d'ailleurs, d'autres départements, d'autres régions, et qui sont dans une stratégie un peu de comment dire, d'archipel de l'opposition, là. Donc, du coup, Mm. ils viennent en groupe. Ceux-là, moi, généralement, je les prends avec moi et puis on discute pendant 2 heures. À la fin, on n'est pas d'accord, mais au moins, ils auront pas empêché celles et ceux qui venaient de manière un peu plus légitime des riverains du territoire pour s'informer, pour discuter, pour demander si on avait bien pris en compte telle et telle chose. Il y a aussi le fractionnement des groupes, c'est-à-dire que quand on n'est pas sur les gens qui viennent s'importer d'ailleurs, moi, ce sur quoi je travaille beaucoup, c'est aussi de ne pas faire 2 personnes versus 15, parce que finalement, après, on se retrouve dans des logiques de groupe où le groupe s'auto-alimente, et globalement, on peut se retrouver aussi dans une escalade de la conflictualité. Deux Alors, personnes versus 15, c'est-à-dire vous face à 15 personnes. oui, c'est ça, voilà. Mm. Et en fait, le groupe s'auto-alimente dans la conflictualité Mm. et ça marche pas bien. Moi, ce sur quoi je travaille aussi, c'est la règle des 15-20. C'est-à-dire que quand j'arrive dans une salle et quand on lance une permanence ou une réunion X ou Y, à chaque fois qu'on ouvre un espace de débat et qu'il y a un groupe, globalement, ou même pas forcément qu'il y a un groupe d'ailleurs, ça peut être aussi un interpersonnel, les 15-20 premières minutes, elles ne m'appartiennent pas. Les 15-20 premiers, c'est ma règle des 15-20. Les 15-20, elles sont systématiquement pour mon interlocuteur, mon interlocutrice. Celles-là, elles leur appartiennent. Ça fait parfois un mois et demi, 2 mois qui réfléchissent de manière récurrente à ce qu'ils vont dire aux développeurs quand il va enfin voir quelqu'un en face de lui qui pourra l'entendre.
Donc, du coup, ça, il faut le respecter et C'est le village de Sac, quoi. il faut leur laisser. Voilà, D'accord. et essayer de s'intercaler là-dedans, là, c'est le meilleur moyen pour que le dialogue s'établisse jamais. Donc, la règle des 15-20, c'est une des mes règles d'or, en tout cas. Merci. Louise, est-ce que tu peux nous dire s'il y a des questions dans le chat? Oui, il y a deux questions dans le chat, dont une à laquelle tu as commencé à répondre, Julien. Je vais reprendre la première qui aborde une partie que tu as abordée, enfin, que tu as évoquée au tout début de ton exposé sur l'étude de contexte, savoir si elles sont menées en interne ou si elles sont externalisées et si le choix de cette externalisation peut avoir un impact sur les résultats de ces études de contexte. Ouais, oui, du coup, je me suis mis le chat aussi à côté. Du coup, pour répondre, moi, j'internalise tout. L'étude de contexte, c'est moi. Notamment, je pense un des avantages de ça, c'est qu'on est sur des projets qui se développent, vous le savez, de manière générale entre 7 et 10 ans dans ce pays. Pour l'éolien, un peu moins pour le photovoltaïque, on est plutôt autour de 5. Et du coup, moi, ça veut dire que globalement, je vais accompagner les équipes projets sur le temps long. Le fait d'externaliser me coupe un poil du territoire. Et donc, du coup, moi, je préfère être présent sur le territoire et l'avoir fait moi-même parce que ça me permet d'être de meilleurs conseils pour les équipes projets de manière générale. Donc voilà pourquoi je n'externalise pas. C'est pas une question de coût ou de budget particulièrement. Je ne saurais pas dire si le choix, si, comment dire, si ensuite sur les prestataires, bon, il y en a plein qui le font et qui le font très très bien. Donc voilà. Mais pour moi, l'avantage en tout cas, c'est que si on l'internalise, on perd un peu de temps forcément. Enfin, on y consacre du temps en tout cas. Mais ensuite, sur le long terme, on est quand même plus efficace. Est-ce que vous voulez que je réponde aux deux autres questions qu'il y Ah bah, a? Quoi. alors, il nous Oui, reste, oui, en 5 minutes. ouais. Oh, même pas en 5 minutes. Je peux le faire, je peux même le faire en moins. Euh, Il y a une donc, troisième question qui arrive entre-temps. l'opportunité du projet, parce qu'effectivement, c'est la question préalable. Et c'est pour ça, en fait, que je ne fais pas de réunion publique. Parce que la première des questions en réunion publique, c'est pourquoi est-ce qu'on fait le projet? Et d'ailleurs, de manière générale, c'est pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas le projet? Oui, c'est ça. Euh, et ça, c'est une question que je ne mets pas en débat. C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, moi, je travaille pour une société qui développe des parcs d'énergie renouvelable. Donc, on ne questionne pas l'opportunité du projet. Là où on a fait sur le préalable sur l'opportunité du projet, et ça, c'est quand même quelque chose qui existe, c'est que on va voir avant, alors, et nous on le fait de manière systématique, je sais que 90 à 95% de la filière le fait aussi, c'est-à-dire que globalement, on va voir les élus locaux avant de discuter de promesses de bail, parce que c'est comme ça que ça se règle, avec des propriétaires terriens pour installer des éoliennes. Donc on va systématiquement voir les conseils municipaux en disant, écoutez, nous, on a besoin, on vous demande votre accord pour commencer à signer des promesses de bail et pour commencer à établir des études sur telle zone qu'on monte sur la carte en disant qui est une zone que nous, on a référencée comme étant, comme pouvant potentiellement accueillir un parc éolien. Donc, je dirais finalement, l'opportunité, elle se situe là. C'est-à-dire que si le conseil municipal nous dit, écoutez, vous ne pourrez le faire qu'à notre corps défendant, et ben, du coup, on ne le fait pas. Voilà. C'est une pratique et c'est une pratique large dans la filière parce que ça fait partie d'éléments qu'on a signés dans une charte qui nous lie avec, notamment avec Amorce. Donc, on est sur quelque chose qui est, Qu'est-ce que c'est Amorce? alors, le réseau Amorce, c'est un réseau d'élus et de collectivités qui travaillent sur les questions d'énergie, sur les questions de déchets. C'est un des plus gros réseaux. Et donc, du coup, avec eux, on s'est engagé à avoir des pratiques de développement qui vont au-delà du réglementaire. Et donc, c'est là-dessus où je dis l'opportunité du projet, finalement, elle se règle à ce moment-là. Et donc, charge aux élus locaux après, s'ils le souhaitent, de définir la nature de leur réponse avec les habitants du territoire. Euh, Donc, et dans quel ordre, juste rapidement, Julien, dans quel ordre vous faites les choses? C'est-à-dire que
l'étude de contexte, c'est avant ou c'est après cette Non, c'est après. négociation? C'est après. C'est après, ouais. D'abord C'est la après. négo avec les élus du Ouais. territoire, Ouais. Bon, ensuite l'étude de contexte et ensuite on euh, demande leur avis. Si on a leur permanence. avis, si on a leur avis favorable, parfois c'est une réponse écrite, parfois c'est une délibération. Nous, on préfère que ce soit une délibération, mais on a aussi des élus qui souhaitent pas délibérer sur le sujet. Bon, vous entendrez par là que de manière générale, s'ils le font, c'est que du coup, ils n'ont pas demandé l'avis aux habitants. Mais bon, ça, à la rigueur, pour le coup, on sortirait de notre rôle que de le demander à leur place. Hmm. Donc voilà. Et après, l'étude de contexte, elle se fait en fait finalement en même temps que le reste des études, que ce soit les études paysagères, les études de biodive, enfin, tout le reste des études préalables D'accord. qu'on fait. J'ai vu qu'il y avait un sujet sur les mesures d'accompagnement. Pour moi, les mesures d'accompagnement, alors oui, effectivement, on peut faire, c'est probablement le seul item. Alors la mesure d'accompagnement, je vais sortir de mon jargon, Pierre. La mesure d'accompagnement, c'est ce qu'on fait de manière générale à la fin de projet. Hmm. Une fois que les projets sont autorisés et qu'ils rentrent en construction. La mesure d'accompagnement, ça représente globalement l'investissement de l'entreprise, du développeur, dans sa fonction d'acteur du territoire à temps complet. Donc, ça va pouvoir représenter, par exemple, un concours sur un enfouissement des réseaux. Ça va pouvoir représenter des bornes de recharge en centre-ville pour des véhicules électriques. Enfin, il y a 1000 trucs qui, effectivement, peuvent rentrer dans les mesures d'accompagnement. Euh, pour moi, en tout cas, peut-être que je suis un peu dur, mais finalement, ça relève c'est pas de la cosmétique, mais pour moi, c'est pas la mesure d'accompagnement qui permet de compenser le fait que, on a des modalités de débat qui sont extrêmement faibles sur toute la partie de développement du projet, quoi. Est-ce que c'est un outil d'apaisement du conflit, ça, ces mesures? Est-ce que vous les gardez en réserve pour... Bah, de base, on les garde. De base, on n'est pas censé en parler avant l'autorisation parce que sinon, on est dans des problématiques de conflit d'intérêts. Donc, déjà, normalement, on n'est pas censé pouvoir les utiliser en phase de développement. Et puis au-delà de ça, moi, il y a un côté un peu. Bah, je vais être un peu. Peut-être que ça suscitera le débat, du coup. Je vais être un peu cash, mais un village qui est traversé par une voie de TGV, il a pas le train gratuit. Voilà. Donc, Ouais. moi, je peux entendre pas mal de choses. Dans le même temps, c'est pas parce qu'on met des éoliennes que, il faut remplacer 80% des haies que les agriculteurs ont fait sauter, ou qu'on a besoin, ou qu'il faut qu'on concourt à réparer le clocher de l'église. Voilà. Si je dois être clair, moi, c'est pas tout à fait comme ça que je le vois. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on le fasse, mais pour autant, cette espèce d'approche systématique qui viendrait un peu, et d'ailleurs, compensation, le terme, il est assez éloquent. C'est-à-dire qu'en fait, on compenserait notre présence néfaste sur un territoire par un poil de saupoudrage et de cosmétique. Moi, c'est quelque chose qui me gêne fondamentalement. Je pense que ce qu'on fait, ça a du sens. Je pense que ce qu'on fait, c'est ce qui va permettre aussi de maintenir une certaine forme de conditions de vie dans les territoires. Donc, enfin, je pense qu'il faut pas aller trop trop loin sur ces sujets de compensation parce que pour moi, ils sont ouais, un peu périphériques, quoi. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. On va peut-être passer la parole à nos intervenants creusois et puis leur demander, eux, comment est-ce qu'ils voient les choses depuis le syndicat, hein, donc syndicat développement Est-Creuse. Qu'est-ce qu'ils souhaitent commencer? Florian, Gérard? Je vais commencer rapidement en reprenant le cadre du syndicat. Voilà, donc on travaille sur un territoire qui est l'Est Creuse, donc on est dans la zone, une des zones les plus rurales de Creuse. Ça en dit assez long sur la caractéristique du territoire. Et, euh, et du coup, je vais rebondir immédiatement sur ce que vient de dire Julien, parce que c'est vraiment le point de départ de notre travail. C'est comment on accompagne nos élus, puisque nous, notre travail fondamental, c'est avec les mairies notamment, à ne pas accepter un projet éolien parce qu'il y a des mesures de compensation ou le refuser en bloc parce qu'on ne sait pas pourquoi. Et en fait, le cœur d'histoire pour nous, il est là, c'est comment on accompagne une commune à gérer la présence d'un projet éolien sur son territoire et comment justement on essaie d'anticiper toutes les euh,
tous les potentiels de conflits qui peuvent arriver dans le cadre d'un projet éolien. Voilà, peut-être en quelques mots. Non, non, mais allez-y. C'est ça qui nous intéresse. C'est pas tellement, enfin, voilà, la problématique des projets éoliens en tant que telle, hein, qui est un vaste sujet, mais c'est la question spécifique de la conflictualité. Comment est-ce que vous l'abordez? Comment est-ce que vous l'anticipez? Comment est-ce que, voilà, vous avez euh, mis en place des outils pour essayer de limiter justement à un moment, vous nous disiez, quand on avait préparé cette réunion, Florian, vous disiez un projet éolien mal préparé, ça met le feu au territoire. Bon, probablement, il y a d'autres projets aussi hein, qui peuvent mettre le feu au territoire. Mais comment est-ce qu'on évite ça, justement? Alors, effectivement, c'est le constat qu'on a fait nous, de notre travail de transition énergétique, c'est que les grands projets ENR, en particulier éolien, qui est le symbole de tout ça, mais pas que, hein, rejoint ce qui a été dit sur photovoltaïque, c'était une source de conflit sur les communes concernées, une source de conflit entre les agriculteurs, une source de conflit entre les agriculteurs et la commune, souvent ou les propriétaires fonciers et la commune, et puis ensuite une source de conflit au sein de la commune entre les habitants, potentiellement aussi avec des intervenants extérieurs, comme ça a été expliqué par mon collègue tout à l'heure. Donc nous, ce qu'on a cherché, c'est comment concrètement on pouvait accompagner les élus locaux à saisir ces sujets-là. Et on est parti sur un constat très empirique qui était d'abord qu'il fallait de la présence et du temps de traduction entre le discours des développeurs et le discours des habitants ou des personnes concernées par les projets. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire comment aujourd'hui est-ce qu'on arrive à avoir une structure publique qui a un côté un petit peu neutre, enfin pas un petit peu, qui a un côté complètement neutre dans l'action, qui n'est pas pro ou anti, et qui amène des éléments de discussion, des éléments de traduction. Donc ça, c'est la première étape, c'est d'intervenir en amont sur comment on gère et qu'est-ce que c'est la concertation. On revient aux questions qui ont été posées. Qu'est-ce que la concertation? Qu'est-ce que la communication? Quels sont les attendus? Quels sont les éléments? Quels sont les droits et les devoirs des communes, des habitants autour de ces projets? Déjà des choses très factuelles. Et je vois la question passer, donc j'en profite. Effectivement, la question est aussi d'accompagner le développeur à pas arriver n'importe comment sur le territoire et à essayer de nourrir l'étude de contexte dont parlait Julien, en tout cas, à essayer de nourrir le développeur des éléments de contexte du territoire pour mieux approcher les questions. Mais on pourrait revenir sur cette question de votre dialogue avec les entreprises, mais toute cette phase de préparation dont vous parlez, quel est l'objectif et concrètement ça se traduit comment? C'est-à-dire, l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir une espèce de culture commune en matière de dialogue sur le territoire? Exactement. L'idée, c'est d'aller avec donc les conseils municipaux, qui sont souvent les acteurs en première ligne, que tout le monde comprenne bien les tenants et les aboutissants du projet et qu'on puisse aussi mettre la place de comment on fait de la concertation à l'échelle de notre commune. Ça, c'est la clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec les élus des conseils municipaux concernés à comment on s'organise pour que la concertation se fasse du mieux possible et qu'on évite toute situation de conflit. Donc ça, c'est du cas par cas, c'est-à-dire qu'il y a des contextes, chaque commune a son contexte. Donc des fois, c'est ciblé telle ou telle personne qui est un peu centrale dans le processus j'allais dire, de conflictualisation du projet et du coup de commencer à travailler en amont avec. Des fois, c'est aussi d'aider à se caler, à temporiser à quel moment il faut associer tout le monde, à quel moment il faut travailler un petit peu plus, j'allais dire, discrètement, ou en tout cas peut-être moins afficher ce qui est fait sur des phases où on est sur des phases très techniques, où finalement il y a pas forcément d'éléments de concertation à mettre en place. Et puis après, on revient à une phase de concertation parce que là, c'est un moment clé, par exemple le moment de la signature du foncier, c'est-à-dire que quand le développeur éolien va signer le foncier, là, c'est un moment clé puisque il y a des actes concrets d'avancée du projet. Et sur ces actes concrets d'avancée du projet, il faut aussi qu'on puisse s'accompagner. Et en amont de tout ça, peut-être pour revenir aussi sur l'amont, on cale avec le conseil municipal concerné quelle démarche il veut mettre en place. C'est-à-dire que est-ce qu'il veut des systèmes de réunion publique, est-ce qu'il veut des systèmes d'interconnaissance de porte-à-porte? Voilà. Et aussi, le conseil municipal est une demande auprès du développeur. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye d'amener aux élus, c'est un panel d'armes pour dire aux développeurs, nous, le projet éolien, on est fondamentalement pas contre, loin de là. Par contre, il y a des conditions territoriales qui font qu'on pourra le soutenir ou non. Et ces conditions territoriales, souvent, elles vont avec les préservations de conflits, puisque le gros frein aujourd'hui, c'est pas le paysage ou que sais-je, le vrai gros frein pour les communes, c'est d'oser se lancer dans un projet éolien, parce que, en fait, c'est inévitablement une source de conflit à l'échelle de la commune.
Donc, il faut absolument trouver comment on sort de cette logique de conflit. Ce qui fait C'est ce qu'on peur fait. vous voulez dire, aux élus locaux, c'est la crainte de susciter des conflits entre habitants sur le territoire. Vous êtes d'accord avec ça, Monsieur Thomason? C'est votre principale préoccupation? Moi, j'ai apprécié l'intervenant qui a commencé de nous présenter sa vision. Je partage la plupart de ses arguments. Effectivement, c'est aussi une des difficultés qu'on a, les élus, au jour d'aujourd'hui, par rapport à quelques années où la démocratie s'exprimait par le vote, et donc avec plus ou moins des projets, on faisait confiance aux élus pour prendre des décisions sur le développement de la commune, sur tous les besoins de la commune. Aujourd'hui, déjà, il y a plus de difficultés pour faire qu'il y ait une participation au vote importante. Et donc, par définition, tous ceux qui votent pas, qu'est-ce qu'ils pensent? Et donc, on a sur tous ces sujets qui sont impactants à, à- à expliquer le pourquoi des choses. Parce que souvent, c'est ça, c'est que les gens n'ont pas en amont compris pourquoi il était important d'avancer sur ces sujets-là. Et donc, sur les énergies renouvelables et les développements de l'éolien et du photovoltaïque et l'agrivoltaïsme, qui est dans nos territoires maintenant quelque chose qui va surpasser l'éolien en termes de développement. C'est au niveau de l'exposé des motifs, le pourquoi on fait de l'éolien, pourquoi on fait du photovoltaïque. Euh, si on n'a pas la fibre du défi climatique, du défi environnemental, eh ben, on voit que on s'intègre moins dans ces décisions. Et donc, c'est ça qui, je pense, nous manque de manière à ce qu'on puisse avancer. Et donc, notre expérience, par exemple, dans les années notre premier projet éolien s'est fait sans développeur. C'était une réflexion des élus sur justement le fait d'entrer euh, dans les énergies renouvelables. Et donc l'éolien, on savait qu'on avait sur une étude régionale des vents qui pouvaient nous permettre de développer ça. Et donc on allait, je vous l'avais dit en préambule, sur ce qu'on appelait une zone de développement éolien. Donc qui a cartographié tout notre territoire et qui nous a montré que ben, là, il y avait potentiellement, avec tous les critères qu'il faut mettre en avant pour pouvoir installer ces parcs, on avait des zones qui ont été définies. C'est comme ça que moi, maire de ma petite commune, j'ai appris que il y avait potentiellement possibilité d'avoir un projet éolien. Ça change quand même les choses par rapport à ceux qui ont déjà le développeur qui est arrivé sur une commune, qui a plus ou moins signé un, un bail préalable et qui et s'est ressenti comme une intrusion, comme un viol quelque part. Et pourquoi tel agriculteur et l'autre à côté qui a une ferme aussi n'est pas concerné? Vous voyez ce que je veux dire? On a ces sujets-là qui sont prégnants. Et donc, si on a déjà bien l'exposé des motifs, les raisons pourquoi il faut développer l'éolien, etc., on peut avancer. Et en plus, il y a le fait aussi que chez nous, on n'est quand même pas en pays d'éoliennes. Donc, on a sur nos 42 communes de ma communauté de communes, aujourd'hui, on a une vingtaine de mâts, donc c'est très soft. C'est pas comme dans l'Est ou dans l'Ouest où on a des parcs de centaines d'éoliennes. Donc, c'est ça aussi, c'est le supportable, c'est de ne pas en mettre partout, d'expliquer pourquoi on peut en mettre là et puis pas là, et demander aux gens où est-ce qu'ils considéreraient qu'on peut les mettre. C'est tous ces enjeux qu'il faut définir. Et après, les mesures compensatoires, quand même, comme on les appelait, ou la compensation, c'est quand même important parce que ce que les gens ressentent aussi, c'est que ce sont des projets industriels avec quand même des investissements importants et des retours sur investissement qui sont pas négligeables, mais qui ne restent pas sur le territoire, qui vont alimenter des fonds de pension ou des capitalistes, entre guillemets, les collectivités reçoivent que les miettes qui sont celles de la fiscalité,
n'est pas, qui est bienvenu, mais qui n'est pas exceptionnel et qui se partage entre la commune, la communauté de communes, le département, la région, etc. Et donc il y a des retombées aussi sonnantes et trébuchantes pour l'habitant. Je trouve qu'il y a quand même des nuisances, hein, du bruit, changement du paysage, effectivement, qui fait que. Et donc pourquoi il y aurait pas enfin, je pense qu'il faudrait pouvoir alimenter un projet de territoire sur lequel les gens pourraient amplifier ou avoir des retombées qui soient plus directes pour les gens qui sont le plus près de ces grands chantiers. Ça, je comprends que ça peut faire partie de la discussion, mais le fait que l'initiative vienne d'une entreprise, par exemple, qui vient démarcher un territoire, si je puis dire, pour trouver un espace pour implanter un parc, ou bien si l'initiative vient des élus locaux, finalement, qu'est-ce que ça change pour les habitants? Est-ce que finalement, ils ont les mêmes éoliennes au bout du compte ou non? Est-ce que c'est différent? Si vous prenez très en avant le sujet, c'est pas la même chose, même si c'est au bout du compte il y aura le même projet, mais la discussion et le conflit aura moins tendance à se nouer s'il y a une position locale des gens, des élus déjà. Je vous l'ai dit, quand on a fait notre projet, c'était à l'unanimité. Aujourd'hui, c'est pratiquement impensable. Mais parce que c'était une discussion qui a été faite avant qu'il y ait la pression du développement et du projet qui arrivait. En Donc fait, là, dans ces situations-là, pardon, je vous ai interrompu, Florian, vous souhaitez intervenir? oui, juste rapidement, en fait, ça revient à la clé de ce que veut faire le syndicat, c'est anticiper pour que ça ne vienne pas d'un projet qui est subi, mais que le projet il soit anticipé. Et ça change beaucoup de choses en termes d'approche, puisque c'est un projet qui vient du territoire, même si in fine c'est un projet industriel avec un développeur, etc. C'est d'abord un projet du territoire avec une réflexion du territoire. Et surtout, la grande différence, et c'est peut-être la plus importante, c'est que quand on veut éviter les situations de conflit autour des projets éoliens, le fait d'avoir réfléchi en amont sans la pression d'un projet à l'instant T avec telle implantation, telle chose, c'est des éléments qui sont partagés à l'échelle d'un conseil municipal, voire d'une commune avec la population. C'est-à-dire qu'on a réfléchi les éléments d'acceptation ou non des projets éoliens, ce qui n'est pas le cas quand le projet il arrive déjà. C'est-à-dire que quand vous avez un industriel qui démarche des propriétaires et qui fait un projet, le projet il est suivi par la commune avec une certaine forme de pression en termes de temps, en termes de réalisation, en termes de signature de bail, toutes ces choses-là. Donc, si, nous, c'est pour ça qu'on essaye d'anticiper au maximum et d'inciter les communes à se positionner sur les éléments clés de la concertation en amont de tout projet, parce que ça change complètement la donne après dans l'approche du projet. Voilà, c'est pour Oui. compléter. Et la difficulté que l'on a également, c'est de faire se prononcer des élus, quels qu'ils soient, sur ce type de sujet. On a eu un schéma départemental des énergies renouvelables où malheureusement pas assez d'élus se présentent pour dire leur façon d'accompagner et de participer à ce développement parce qu'il y a justement dans la nature cette crainte pour un certain nombre d'avoir plus de difficultés à être élu si on va dans des sujets qui sont porteurs éventuellement d'opinions diverses, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Louise, est-ce qu'on pourrait peut-être passer à faire remonter quelques questions du chat? Est-ce que Oui, alors il y a une discussion qui s'est lancée dans le chat par rapport à quelque chose que vous avez évoqué en début d'intervention. Vous parliez du fait que parfois entre entreprises et habitants, la collectivité se plaçait comme un tiers neutre. Et du coup, il y a eu deux questions. Alors, il y a une première réaction qui dit comment vous pouvez, enfin, comment adopter cette posture de neutralité malgré que du coup des documents d'urbanisme ou des PCAET, enfin des plans climat, air, énergie territoriale ou tout document de ce type fixe des objectifs en termes d'énergie renouvelable. Donc comment vous pouvez revendiquer une certaine neutralité sur ces questions-là. Et il y avait une autre réaction qui disait qu'effectivement la collectivité était en difficulté sur cette neutralité et que cette neutralité n'existait pas du côté des collectivités. Du coup, j'aimerais savoir un peu voilà, enfin, je pense que c'est un peu ce qui ressort. Où est la neutralité et quel est ce positionnement dont vous parliez au départ?
Et après, il y a plein d'autres questions qui sont arrivées depuis que j'ai ouvert la bouche, donc je vais les traiter en même temps. Cette question de la neutralité est importante parce que ça renvoie à la place du tiers dans une situation de conflit. Est-ce qu'il y a besoin d'un tiers qui soit là pour faciliter le dialogue et qui est légitime pour jouer ce rôle? Ouais. Alors, par rapport à ce qui est document d'urbanisme et objectif des collectivités, en fait, on a un biais qui est peut-être spécifique à notre territoire, c'est qu'aujourd'hui, le territoire a déjà atteint ses objectifs en termes d'électricité renouvelable. Ce qui fait qu'on n'a pas d'objectifs chiffrés en installation d'énergie renouvelable en tant que syndicat. Et ça, c'est un souhait du syndicat et des élus du syndicat Est-Creuse, c'est qu'on n'ait pas d'objectifs chiffrés sur ces aspects-là de grands projets et qu'on aille, en fait, notre stratégie, elle n'est pas en chiffres, elle est en objectif qualitatif. C'est-à-dire qu'on veut des projets qui soient qualitatifs en termes d'implication des habitants, en termes de partage de la valeur, en choses comme ça. Donc, du coup, la posture neutre, on l'a par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on n'a aucun intérêt, en tant que syndicat, à ce qu'un projet se fasse ou ne se fasse pas. Par contre, on a intérêt à ce que les projets se fassent d'une façon qui soit la plus pertinente possible pour le territoire et ses retombées locales. Donc, c'est vraiment un choix de posture politique du syndicat qui est pas de soutenir ou non des projets, mais au contraire de donner, de partager des valeurs sur lesquelles on peut s'entendre pour faire des projets. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'on tient une place de neutralité là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire si le projet doit être fait ou ne doit pas être fait. On est là pour amener des éléments qui font qu'il est pertinent sur le territoire. Et comme on n'a pas d'objectif chiffré, on n'a pas un objectif d'éolienne à mettre sur le territoire, on peut se permettre de le faire en disant aux mairies, voilà, aujourd'hui, votre part, elle est faite quelque part. Par contre, si vous voulez des projets qui ont une retombée, en fait, ça devient des projets d'aménagement de territoire et ça redevient un sujet d'aménagement de territoire plus que de production d'énergie. Donc ça, on a évacué cette question-là, j'allais dire, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident à faire. Donc c'est comme ça qu'on arrive à une position plus neutre. Alors on n'est jamais totalement neutre, évidemment, mais on arrive à une position plus neutre. Je sais que tu veux dire. Oui, Oui, il y a sur... également. Allez-y. Oui, il y avait aussi des questions sur les formes de concertation que vous mettez en place en amont avec les habitants, si jamais elles existent, quelles formes prennent-elles, quelle implication des élus? Alors je vais vous donner un exemple très concret qu'on est en train de mener avec une commune. On savait qu'il y avait un potentiel éolien important sur la commune suite à un projet qui s'était arrêté. 2020, nouvelles élections municipales, nouvelle équipe municipale. Le maire se retrouve devant cette question-là, qui est une question terrible hein, pour un conseil municipal qui s'installe, est-ce qu'on veut ou pas des éoliennes? Et du coup, on a regardé ensemble comment on gérait euh, la future arrivée d'un développeur, puisqu'on savait que de toute façon, sur la durée du mandat, il y aurait un développeur. Donc, il y a eu différentes façons d'approcher qui ont été faites. Et là, donc, on est rentré dans une situation très pratique, c'est-à-dire qu'en fait, on a regardé avec la mairie concernée, avec le maire concerné, la liste des propriétaires fonciers qui pourraient être concernés. Voilà, pour échanger avec eux, pour se mettre d'accord sur un petit peu quelles étaient les situations de où c'est bien ou pas bien, ou enfin, c'est pas aussi simple que ça évidemment, mais voilà, quels étaient les critères nécessaires à la signature d'une promesse de bail. Voilà, c'est simple, mais ça commence par là. Et là, donc, est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'un développeur est arrivé sur le territoire. Et donc, on a tout de suite pris le chemin avec les conseils municipaux de cadrer la façon d'intervenir sur le territoire. Donc, on a calé une demande qui était axée autour d'une première réunion avec l'ensemble des propriétaires fonciers de la commune concernés par la zone éolienne, puis une deuxième réunion de concertation avec des habitants voilà, sur un échantillon qui est vraiment le voisinage proche de la zone d'étude. Et ensuite, la prochaine étape qui devrait arriver, une fois, c'est une réunion de concertation avec l'ensemble de la population communale, qui ne sera pas une réunion publique. Voilà, c'est-à-dire que là, ça, c'est le choix du conseil municipal. Moi, c'est de ne pas faire une réunion publique, mais de faire une réunion uniquement proposée aux habitants de la commune. Voilà, qui sera pas, enfin, voilà, ce n'est pas public, c'est une réunion uniquement aux habitants de la commune. Et petit à petit, on arrive à faire grossir les cercles et du coup avoir une base de personnes qui est plutôt favorable, ou en tout cas qui a plutôt réfléchi au projet de façon objective par rapport à ce que le développeur avait à proposer. Et après, j'allais dire la situation suit son cours, mais en tout cas, typiquement, voilà comment on essaye d'anticiper les projets. C'est-à-dire la mairie avait dans ses bagages une façon de faire prête dès qu'un développeur allait pointer le bout de son nez sur le territoire. Ouais, et c'est ce qui s'est passé sur la commune en question. Vous avez une stratégie assez fortement affirmée
dans votre territoire, qui est que l'intercommunalité, enfin le syndicat, là, en tout cas les élus locaux, se sont investis du sujet et se sont imposés comme interlocuteurs de fait. C'est un peu risqué en même temps, non? C'est vous qui risquez de vous prendre les coups. Alors que dans d'autres territoires, on voit bien les élus qui disent oh, après tout, c'est l'affaire des habitants ou des propriétaires et puis des entreprises. Oui, c'est bien, c'est bien le sujet. C'est d'essayer de ne pas subir la pression du projet par lui-même et surtout qu'il ne soit pas engagé pour faire une prospective, pour regarder si le conseil municipal, si la communauté de communes, si les gens du territoire sont sensibles à ce que je disais tout à l'heure, aux enjeux environnementaux et au développement d'énergies renouvelables, et donc de leur de leur faire partager ces enjeux-là pour derrière eh bien, dire eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut construire ces projets avec du participatif ou non, parce que le participatif c'est aussi important quand on finance localement un projet, ça aide aussi à le couvrir et Hum. l'encourager. Donc, c'est ça, par rapport au projet des 10-15 dernières années, c'est bien d'avoir cette réflexion en amont qui permet de mettre les gens sur le terrain de la co-construction. En fait, ce qui est important, surtout dans des communes rurales, c'est quand un conseil municipal s'est saisi du sujet, mine de rien, on invite, avec les foyers des conseillers municipaux, on invite 10 ou 15% de la population communale qui s'est saisie du sujet. Et du coup, on arrive sur un terrain avec des gens qui sont acculturés à la question. Alors, à différents niveaux, avec différents niveaux d'implication, mais en tout cas, on arrive déjà sur un terrain de personnes acculturées. Et c'est aussi pour ça qu'il est important que les élus aient un rôle en première ligne. Et on voit que ça compte. Et peut-être pour rebondir sur la question qui vient d'être posée sur Mm. la concertation, euh, voilà, sur les sentiments, sur est-ce qu'on a le sentiment d'enrichir les approches. En fait, on a deux grands types de retours. On a soit le développeur qui ne veut pas, ou en tout cas a peu d'intérêt pour ces questions-là. C'est de plus en plus rare, il faut le signaler quand même, mais il y en a encore. Et du coup, là, c'est plutôt, malheureusement, on rentre tout de suite dans le rapport de force, puisque la commune sait ce qu'elle attend pour faire accepter le projet, et le développeur, lui, n'est pas forcément adapté à ça. Et puis, on a beaucoup de développeurs qui, au contraire, sont plutôt demandeurs de ces questions-là. Parce que, enfin, je reprends ce que disait Julien Bayargeau tout à l'heure, le développeur peut faire une étude de contexte, mais moi, ce que je dis souvent, c'est que le conseil municipal, il a une étude de contexte aussi qui est souvent très pertinente. Et du coup, la plupart des développeurs qui ont cette culture de la concertation, ils nous disent, mais c'est bien, c'est important. C'est-à-dire que ce que vous pensez pertinent, on va l'écouter, on va l'intégrer, parce que pour nous, ça l'est forcément. C'est-à-dire que vous connaissez mieux vos habitants et votre territoire que moi, donc je fais confiance sur la méthode. Et typiquement, dans le cas que je présentais, par exemple, la méthode de concertation par cercle concentrique, euh, ça, c'est quelque chose que le développeur n'avait pas du tout dans ses bagages et qu'il a accepté de mettre en place parce que ça lui a paru pertinent. Voilà. Oui, et donc il faudrait aussi peut-être trouver les moyens d'appliquer la population locale, celle qui va vivre le projet, qui va le partager par, je ne sais pas comment appeler ça, des référendums participatifs, mais de leur dire de toute façon, si ce projet qu'on vous présente aujourd'hui se concrétise, au moment voulu, vous aurez à intervenir sur le sujet, mais vous aurez également une voix au chapitre pour dire si oui ou non ce projet il a une majorité. Et à ce moment-là, on se blinde un petit peu contre les venus d'extérieur parce que c'est un vrai sujet aussi. On a des populations en milieu rural qui changent, des arrivants qui ont une idée d'Épinal un peu de nos territoires, avec les petits oiseaux, la nature. Et ce n'est pas d'ailleurs que les projets qui posent problème après. Ça peut être simplement les bousses de vache devant leur maison, ça peut être le bruit, la cloche, le coq. C'est ça aussi. Et donc, je pense qu'il faudrait aussi que les vendeurs de biens, les notaires, qu'on puisse faire signer une charte de comportement vis-à-vis de ce qu'est ces territoires ruraux,
qui sont vus de l'extérieur comme super agréables à vivre, mais qui ont malgré tout aussi leurs contraintes. Julien, oui, allez-y. Ouais, peut-être juste rapidement sur ces sujets-là. Euh, pour nous, c'est extrêmement précieux parce qu'en fait, ce qui est difficile pour nous d'impulser en tant que développeur de projet, c'est beaucoup plus, je dirais, c'est beaucoup plus efficace de le faire de la part de responsables politiques. C'est-à-dire que de fixer un cadre dans lequel on accepte ou on n'accepte pas le développement d'un projet de NR, quel qu'il soit finalement. Ça, pour nous, après, derrière, quand bien même, effectivement, j'entends bien qu'il y a un certain nombre de développeurs qui ne l'acceptent pas. Il y en a d'autres il y en a d'autres qui l'acceptent, et je pense que c'est une majorité de gens qui l'acceptent d'ailleurs. Euh, pour nous, au moins, on sait que en respectant ce cadre-là, et en travaillant dans ce cadre-là qui nous est fixé de manière extra-réglementaire, ça nous permet aussi comment dire, de veiller à ce que notre intégration dans le territoire, elle se fasse de la meilleure des manières possibles. Quand on rentre sur un territoire, on y rentre pour 35 ans. On n'a pas particulièrement envie d'y arriver sous les huées et que ça dure pendant 35 ans. Donc, pour nous, avoir des territoires des communautés de communes ou des conseils municipaux qui se saisissent du sujet, euh, aujourd'hui, malheureusement, j'ai l'impression de mon expérience que ça reste quand même encore une minorité, mais pour autant, pour nous, c'est extrêmement précieux. Parce que même si effectivement, ça nous impose, par exemple, d'avoir, j'en sais rien, moi, un retrait aux habitations qui est pas de 500 mètres, mais qui est de 800 mètres, 1 kilomètre ou 1 kilomètre et demi, que sais-je, bah, finalement, même si pour nous, ça veut dire de faire un parc avec, j'en sais rien, moi, 4 éoliennes, 5 éoliennes, plutôt que d'en faire 8 ou 9, on préfère en faire 4 ou 5, mais que pour autant, leur développement se fasse de manière vertueuse et que notre intégration dans le territoire elle se fasse de la meilleure des manières possibles. Donc là-dessus, même si effectivement, bah, pour nous, ça représente un manque à gagner, entre guillemets, euh, on le voit, en tout cas, moi, la manière dont je le pose, c'est de dire, c'est pas tant un manque à gagner parce que finalement, l'autre face de la pièce, c'est pas de projet du tout. Donc, c'est pas on essaye de faire passer au forcing un projet à 9 machines alors que avec le cadre que la collectivité nous donne, bah, finalement, ce serait plutôt 4 ou 5. Si on essaye de forcer 8 ou 9, de toute manière, on va dans le mur, on va braquer le territoire et ensuite on ne fera plus rien. Donc ça n'a ça a pas de sens. Autant prendre ce qui nous est proposé et de travailler dans ce cadre-là. Et pour nous, c'est bien plus vertueux. Est-ce que j'ai la possibilité, parce que j'ai remarqué que tout à l'heure, j'ai fourché sémantiquement sur mesure d'accompagnement et sur mesure de compensation. Et j'en suis bien Marie. Euh, Parce qu'effectivement, ce dont je parlais tout à l'heure, c'était bien des mesures d'accompagnement et non pas des mesures de compensation qui, elles, se font dans une démarche très spécifique qui s'appelle éviter, réduire, compenser quand on est en phase Réglementaire, d'accompagnement, ouais. voilà, qui est très réglementaire. Et ça, pour le coup, effectivement, on compense ce qu'on n'arrive pas ni éviter ni réduire. Et je parlais bien, effectivement, des mesures d'accompagnement qui, effectivement, j'ai un peu caricaturé, ne sont pas non plus complètement anecdotiques, mais je maintiens le fait que, pour moi, elles restent quand même un peu périphériques. Juste pour les profanes, mesures d'accompagnement, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de mesures d'accompagnement? Oui, les mesures d'accompagnement. Et c'est l'avantage de ça, c'est que en fait, si vous voulez, dans nos budgets de développement, on réserve toujours une partie qui est consacrée à notre intégration dans le projet de territoire. Donc, si par exemple on a un projet de territoire, on est sur un territoire qui qui est dans une démarche de revalorisation de son patrimoine, on va accompagner les politiques publiques au service de la revalorisation du patrimoine. Si c'est plutôt l'électrification des usages, on va aller là-dessus. Si c'est plutôt l'efficacité énergétique des C'est des bâtiments publics, subventions, voilà. clairement. Ça relève un peu. C'est pas tout à fait de la subvention, c'est pas non plus complètement similaire, et notamment c'est là-dessus aussi on est en capacité effectivement de réunir l'ensemble des parties prenantes en disant bon, euh, comment est-ce que c'est le plus intelligent? Comment est-ce qu'on intègre l'entreprise et ces budgets-là de manière la plus intelligente possible au projet de territoire? Et là, pour le coup, comment dire, l'ouverture
en termes de modalité de débat, elle est bien plus large que sur le projet qui, lui, est un petit peu plus cadré, même si aujourd'hui, là, avec la nouvelle loi sur l'accélération d'énergie renouvelable, on voit apparaître, on l'avait un peu anticipé, mais la notion de comité de projet, qui normalement sont des comités qui vont réunir les élus, mais qui sont des comités qui peuvent être un peu protéiformes et qui peuvent être réunis très très tôt dans le projet. Donc en fait, on pourrait tout à fait avoir un développeur qui va solliciter l'avis d'un conseil municipal sur oui ou non le conseil municipal est d'accord pour que le développeur commence à travailler et sur le sujet du foncier et sur le sujet des études préalables. Et finalement, en fin de compte, le conseil municipal pourrait quasiment, sur la base de cette sollicitation-là, créer un comité de projet en réunissant l'ensemble des parties prenantes locales et en disant, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait de cette sollicitation et surtout, au regard de ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on l'instruit et comment est-ce qu'on la cadre, quoi. Mais après, le comité de projet, aujourd'hui, il va être une obligation dans un certain nombre de cas. Je ne vais peut-être pas forcément rentrer dans toutes les spécificités, mais le comité de projet va être une condition pour que le dossier puisse être autorisé par la préfecture. Donc, on est vraiment sur un truc qui est contraignant à la même échelle que l'enquête publique, quoi. D'accord. Merci à vous. Louise, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui n'ont pas été traitées dans le chat. Moi, j'en vois une au moins, mais vas-y, peut-être que tu en vois. Non, j'avais pas réidentifié de questions. Enfin, du moins, vous avez traité partiellement un peu tout et on se disait aussi qu'elle pourrait être traitée un peu dans le détail. Je vois que vous avez commencé à répondre à l'écrit aussi. Pierre, si tu as identifié une question, je t'en prie. Par exemple, il y avait une question, mais vous y avez répondu un petit peu. Organisez-vous des réunions publiques? Vous y avez répondu. Mais comment gérez-vous ce type de réunion réputée houleuse? Alors, ça paraît effectivement, malgré toutes les mesures dont vous avez parlé, je dirais, de prévention, de dialogue en amont, etc., il peut y avoir des moments où ça se passe mal. Comment on fait dans ces cas-là? Est-ce que ce sont, par exemple, dans la Creuse, est-ce que ce sont les élus qui se mettent en avant, là? Est-ce que c'est l'entreprise? Comment ça se passe? C'est une organisation commune. Et donc, effectivement, la réunion publique, c'est pas la meilleure formule pour avoir un échange constructif. On a préféré, nous, des portes ouvertes où on expliquait les choses. Et donc, sur une journée, sur 2 jours, sur 3 jours. Et donc, ils viennent des personnes qui ne forment pas de groupe et on a des discussions, des échanges beaucoup plus constructifs que dans la réunion publique. Parce que souvent, vous avez ceux qui viennent ici pour démolir le projet et donc c'est compliqué à pouvoir avoir des échanges qui soient constructifs. Donc on va souvent vers l'invective, vers les préjugés, vers les a priori et donc c'est ça la complication. Après, tout l'enjeu, pardon, pour compléter la Allez-y, réponse, allez-y. tout l'enjeu, c'est justement comment l'entreprise et l'élu arrivent ensemble à ces réunions publiques avec un discours commun. Et c'est vraiment le fond du sujet, parce qu'effectivement, ça se passe mal, une réunion publique, très souvent, puisque c'est vraiment le moment où il faut laisser extérioriser les craintes. Voilà, donc l'enjeu, c'est vraiment d'essayer d'être le plus organisé en amont de la réunion publique. Et j'allais dire, en caricaturant, tant pis pour les développeurs qui n'ont pas fait l'effort de le faire. C'est-à-dire qu'après, là, l'élu, en général, se met plus en avant. C'est-à-dire que ce qu'on voit, nous, c'est que si la réunion publique, elle est partie sans qu'il y ait eu une démarche de concertation, travailler avec la mairie en amont, bah, c'est plutôt le développeur qui va se retrouver en première ligne et qui va devoir gérer le conflit. Et dans le cas d'un projet porté de façon conjointe, ou en tout cas de façon travaillée avec la mairie, eh ben, c'est un tandem élu-développeur qui se retrouve en première ligne de ces conflits et qui doit répondre effectivement à ces questions. Et donc, il y a aussi la période où on fait cette réunion publique. Si on le fait quand le projet est juste un projet, ça peut bien se passer. Si on le fait lorsque le permis de construire est obtenu, là, c'est plus possible. Mais ça veut dire que vous avez des véritables marges de négociation. Il y avait des questions tout à l'heure dans le chat, hein. Il y avait des gens qui disaient, je ne vois pas trop la différence que vous faites entre une concertation et puis un travail de sensibilisation finalement de la population. Est-ce que vous avez vraiment des marges de manœuvre? Est-ce que vous rediscutez de l'option zéro? Est-ce que vous, en tant qu'élu, alors Julien tout à l'heure nous a dit, moi je ne la mets pas sur la table, l'option zéro. Mais vous, est-ce que vous la mettez sur la table?
Est-ce que vous avez d'autres marges de manœuvre possibles? Alors, disons nous, on part du principe qu'il n'y a aucun développeur qui a intérêt à avoir un projet qui se fait contre l'avis de la mairie. Ça ne veut pas dire que ça se fait pas, mais, mais en tout cas, on part de ce principe-là. Du coup, les marges de manœuvre, elles sont, si on les prend en amont, il y a vraiment de quoi faire. C'est-à-dire que le développeur, il a tout intérêt, je parle sous contrôle de Julien Bayargeau, mais je pense qu'il appuiera les propos, il a tout intérêt à ce que ça se passe bien avec la mairie. Et c'est dans ces phases-là qu'il faut pouvoir discuter et amener des éléments. Donc, effectivement, dans la concertation, dans ce qu'on appelle la concertation, il y a plein de choses. Il y a, par exemple, des fois, ça peut être des blocages autour d'un point de vue. Donc là, on définit ensemble les points de vue de l'étude d'impact. Voilà, ça peut être des choses très concrètes, hein, ça peut devenir très concret, c'est-à-dire définir ensemble où se sont fait les photomontages. Il y a des choses très basiques, hein, qui peuvent poser des soucis et des fois qui sont des points de blocage qui en fait sont des sources de conflits qu'on pourrait facilement éviter si on en parle en amont. C'est-à-dire que du moment où on a identifié, alors je prenais l'exemple des photomontages, c'est caricatural. Si on a identifié que en fait l'éolienne elle n'était pas si prégnante depuis tel ou tel village de la commune et que on a un conseil municipal qui est bloqué sur le fait que ça va se voir depuis tel ou tel village, eh ben, il faut arriver à le mettre autour de la table et à dire voilà, dans les photomontages qu'il va y avoir, ça, c'est des éléments de concertation importants. Il y a d'autres éléments sur qu'est-ce qu'on fait de la fiscalité, des projets de territoire. Enfin voilà, tous ces éléments-là, c'est à mettre en parallèle de la concertation. Donc oui, il y a des vraies marges de manœuvre. Après, il y a des vraies marges de manœuvre avec des développeurs ouverts à ça. Mm. Donc, idem, peut-être juste un point important sur l'anticipation dont on parle. L'autre marge de manœuvre, c'est les propriétaires fonciers. C'est-à-dire que si la commune a déjà travaillé avec les propriétaires fonciers et que les propriétaires fonciers ont compris où on allait, eh ben, ils ne signent pas avec n'importe quel développeur ou sans condition. Mm. Voilà, c'est un ensemble de choses qui font qu'on arrive à avoir des marges. Mais évidemment, on n'a pas non plus, enfin, il y a pas, tout n'est pas rose, hein, il n'y a pas que des marges de négociation sur tout, mais on arrive quand même à ouvrir beaucoup de choses avec les développeurs sur tous ces aspects, sur voilà, plein d'aspects différents, sur la répartition des revenus aussi au niveau du foncier. Enfin, voilà, on arrive à ouvrir beaucoup de choses parce qu'on les prend en amont. C'est vrai que si on les prend en aval, ça devient compliqué. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire aussi, avec le constat de Julien au tout début de ce webinaire, en disant qu'il y a un problème avec la densité des projets, c'est-à-dire qu'il y Bien a un sûr, moment où tout ça, ça devient inopérant si finalement bien sûr. on sature le paysage. Vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr, une quinzaine par canton, c'est supportable. Quand on va plus loin, c'est plus difficile, hein. Parce qu'il y a toujours l'environnement aussi qui ne permet pas de mettre ces projets partout. Donc, il y a du patrimoine. En fait, en plus, chez nous, en territoire rural, on a des hameaux et des maisons dispersées. Et donc, les 500 mètres, c'est déjà un sujet chez nous d'éloignement d'une maison. Et donc, si on pouvait mettre 1 kilomètre, ça nous aiderait, mais si on met 1 kilomètre chez nous, il y a plus d'éolienne, quoi, parce qu'il y a toujours une maison qui a moins d'1 kilomètre, quoi. Je rejoins juste, je vois qu'il y a une remarque sur la marge de manœuvre dont on parlait. J'abonde totalement la remarque, hein. S'il n'y a pas de marge de manœuvre, ce qui se passe, c'est que très souvent, les conseils municipaux vont délibérer défavorablement, de façon un petit peu éclairée là-dessus, vont délibérer défavorablement au projet. Et parce qu'effectivement, il n'y a pas la concertation, donc ça, c'est pas souhaitable. Voilà, c'est vraiment le sens dans lequel on prend. Voilà, juste pour la partie là-dessus. Juste aussi pour imager, je suis un rescapé des élections de 2020, moi, où il y avait un projet d'agrandissement, j'en ai parlé, avec vraiment de l'agitation et des pétitions qui disaient qu'ils avaient 70% de la population derrière eux. Quand on a discuter comme il y avait l'élection, on disait ben, il y a une élection, donc il y a eu 2 listes. Il y en a une qui était contre le projet, il y en a une autre, la mienne, qui était pour le projet, avec l'objectif de dire on vous consultera lorsque le projet sera vraiment construit. Et ben, mon équipe a été élue, il y a eu 80% de votants, mon équipe a été élue dans son ensemble, et donc ça a quelque part un petit peu clos le débat. Le projet ne s'est pas fait. Donc Rien ne s'est pas fait. mais pour dire que, voilà, disons, les opposants, dans leur organisation, ont un pouvoir de nuisance sur les débats qui n'est pas neutre. Et c'est vrai que c'est parfois, je me suis fait un peu marcher sur les pieds dans ma mairie. C'est dérangeant pour un maire
mais il ne faut pas croire que c'est à la teneur des décibels qu'on gagne un projet. Donc c'est un peu réconfortant quand même. Je vois qu'il y a une question d'Alizé Léonard là sur le chat. Peut-être qu'il faudrait clarifier de quels acteurs on parle quand on parle de conflit. Florian, c'est un petit peu ce que vous disiez quand vous parliez de cercle concentrique tout à l'heure, hein, disant on ne parle pas avec tout le monde de la même façon. Non, et puis je rajouterais même à cette remarque, il faut aussi clarifier avec quel type d'élu on est. C'est-à-dire qu'on n'agit pas pareil. On parlait de la question du contexte éolien. Une commune qui a déjà 5 éoliennes sur son territoire, on l'approche pas de la même façon qu'une commune qui n'en a pas. Voilà. Et de la même façon, quand on parle de gérer, d'anticiper les conflits, effectivement, typiquement, nous, on va surtout se concentrer sur les habitants et les élus parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont au cœur de la machine. Les associations, les recevoir, oui. Après, je rejoins un peu ce que disait Julien Bayergeau tout à l'heure. De toute façon, c'est des gens voilà, qui ne peuvent pas être convaincus. Donc après, il faut de la place pour écouter, pour amener leurs argumentaires, en discuter, amener des éléments. Et c'est là aussi où il est très important, avec chaque public, qu'on ait une réponse qui soit adaptée à leurs attentes. C'est-à-dire que les habitants, c'est vraiment d'avoir une réponse qui est comment ce projet éolien, c'est un projet d'aménagement de territoire au sens noble du terme, qui convient aux attentes des habitants et de la commune, ou qui ne convient pas d'ailleurs, il ne faut pas dire que ça ne convient pas. Les élus municipaux, comment est-ce qu'ils se retrouvent et ils jouent leur rôle, et ils ont leur rôle dans la construction de ce projet d'aménagement de territoire, les associations, quelle place on leur donne. Enfin, voilà, avec chaque personne, chaque typologie de personne a une place. Et c'est effectivement l'objet des cercles aussi concentriques, c'est-à-dire que il est inutile de mettre les habitants autour de la table si des propriétaires fonciers concernés ne veulent pas d'éolien. Enfin, en fait, c'est des choses des fois très basiques, mais qui évitent beaucoup de situations de conflit puisque ça évite les non-dits, en fait. Et Hmm. ça va quand même assez bien quand on évite les non-dits. Il reste une question qu'on n'a pas eu le temps d'aborder encore sur votre manière à chacun d'aborder enfin, d'envisager la concertation avec l'arrivée des zones d'accélération des ENR. Et du coup, si vous pouviez faire un petit point lexique aussi pour les personnes, enfin moi notamment, je ne sais pas à quoi ça correspond, donc volontiers pour une petite définition même. Qu'est-ce que c'est les zones d'accélération des ENR? Et moi, je suis dans l'interrogation, justement. Qu'est-ce que c'est une zone d'accélération? D'autant plus qu'on n'a pas des plans d'urbanisme partout. Donc, comment définir des zones quand on n'a pas un plan d'urbanisme sur sa commune, par exemple? Sinon, sur le principe, on pourrait dire que c'est une bonne réflexion que pourraient mener les élus sur leur territoire. Sur l'aspect lexique, donc la loi d'accélération des énergies renouvelables qui a fait un petit peu de bruit dans les médias au mois de mars dernier quand elle a été votée, donne le pouvoir aux communes, aux maires et aux conseils municipaux de déterminer des zones d'accélération des énergies renouvelables. Donc, selon le texte de loi, c'est des zones qui devraient favoriser une instruction plus rapide des projets avec différentes solutions de bonification ou de délai d'instruction. Enfin bon, des avantages pour les projets qui seraient en zone d'accélération définie par les communes. Donc ça, c'est une loi qui donne clairement la main aux mairies sur les choix qu'elles font en termes d'installation de projets d'énergie renouvelable. Sur le papier. Sur le papier, voilà. Du coup, est-ce qu'il faut accélérer la concertation aussi à ce moment-là? Alors, justement, moi, ce que je dis actuellement, hein, mon leitmotiv auprès des communes, c'est la loi, c'est bien, la question, c'est ce qu'on en fait. Et ce qu'on en fait aujourd'hui, c'est que ça invite toutes les mairies à se poser la question de où je veux des projets et pourquoi j'en veux et à quelles conditions. Et ça, c'est l'élément le plus important. Donc, comment on envisage la concertation? C'est-à-dire qu'en fait, c'est un prétexte, c'est un petit peu un coup de main idéal pour ramener la question aux mairies de comment vous voyez l'approche d'un projet éolien sur votre commune. Et ça, c'est voilà. Après, c'est vraiment le sujet. Le revers de la médaille, c'est que ça accentue la pression autour des projets, ça accentue la pression des développeurs, ça Hmm. accentue aussi des méthodes moins nobles de développement en disant on vous fera des bonus territoriaux si vous faites une zone d'accélération, des choses comme ça. Donc, en fait, ce qui est important, c'est vraiment de donner la culture, de se saisir de ce sujet-là, de cet outil-là comme un outil pour soi, pour sa commune, pour son projet communal, et pas comme un outil réglementaire, quoi. Même si ça en est un de fait, hein, voilà. Donc les concertations, je rejoins la question qui vient d'être posée, comme ça. Donc les communes doivent organiser une concertation, et c'est à la main des maires. Donc l'idéal, c'est un peu le scénario idéal pour des gens comme nous, parce qu'on arrive avec voilà, la loi vous demande ça, comment vous voyez les choses, qu'est-ce que vous voulez faire.
Et en fait, on s'adapte à chaque contexte. Il y a des communes qui préfèrent le faire de façon très informelle, avec des échanges ou à l'occasion d'un pot d'accueil des nouveaux arrivants ou n'importe quoi. Il y a des communes qui souhaitent faire des éléments plus de réunion publique. Voilà. Ça, c'est du cas par cas. Chaque commune a son approche. Il y a des communes aussi qui souhaitent, qui ne font pas de concertation et qui vont juste informer la population d'une zone parce que le projet se fait sur un foncier communal. Voilà, il y a de tout. Nous, on essaye d'amener des éléments où il faut que la concertation, elle touche le plus de population possible et qu'elle soit le plus comprise et claire possible pour tout le monde. Après, chaque mairie est libre de faire ce qu'elle veut, mais en tout cas, c'est une opportunité plutôt intéressante, je pense, si on s'en saisit comme il faut. Voilà, d'avoir des vrais projets de concertation et pas du rattrapage de projets parce qu'il y a un développeur qui est arrivé sur la commune. Parce que c'est ça le risque, en fait, hein. La plupart des conflits viennent de là. Ils viennent du fait qu'on subit le projet. Donc, d'accord. Donc, pour vous, l'accélération des projets, ça ne veut pas dire moins de concertation. Julien, comment vous voyez les choses en une minute, puisqu'on a bienôt terminé là? En une minute. On a terminé d'ailleurs. Il faut que vous... C'est la Oui, loi on va vous donner d'accélération la en une parole, ça minute. sera la dernière. Non, il y a quelques réflexions très rapides et du coup, désolé d'être très synthétique. Je pense qu'il y a un grand risque pour les maires parce que du coup, on leur demande de délibérer sur des choses sur lesquelles ils sont moins en maîtrise que nous, les développeurs, qui les travaillons. Et donc, du coup, en fait, moi, je vois pas mal de collègues qui vont venir en AMO des maires pour les aider à la prise de décision sur leur fameuse zone d'accélération euh, justement pour favoriser le développement de leur propre projet. Moi, voilà, je suis pas certain que ce soit l'esprit du texte et donc du coup, c'est un peu compliqué. Et les préfectures sont quand même relativement démunies, c'est pas leur faire offense que de le dire, dans l'accompagnement aussi des collectivités dans la définition de ces zones. Euh, je suis un peu perplexe. Moi, j'ai l'impression que les zones d'accélération, j'ai peur qu'elles accouchent à terme d'une souris, même si je vois bien qu'il y a des collectivités qui sont extrêmement proactives sur le sujet et qui donc du coup vont s'en saisir à la fois pour définir les zones, mais aussi pour définir plus généralement le cadre de développement des énergies renouvelables sur le territoire. Et donc ça, je pense que c'est une très bonne chose parce que ça permet de revenir et de reboucler sur le début de la conversation sur ces territoires-là qui justement décident de formuler le cadre d'exercice du développement des projets ENR. J'avais un dernier sujet là-dessus, mais bon, je pense que, ouais, je pense que c'est globalement la position que nous, on peut avoir. C'est que finalement, les zones d'accélération, elles sont peut-être plus faites euh, parce que le pendant de ça, c'est de faire des zones d'exclusion. Et donc, du coup, qui dit zone d'accélération dit zone d'exclusion. Donc, moi, il y a un peu de ça que je vois dans l'esprit du texte. Après, sur la concertation en tant que telle, et c'est là-dessus que je termine, euh, je pense que ça en rajoute plus que ça en retire. Ça en rajoute parce que du coup, ça pousse les conseils municipaux à provoquer du débat, à susciter du débat sur le territoire en utilisant un outil législatif, en disant, bah voilà, la loi nous demande de le faire, il faut qu'on le fasse, donc faisons-le, faisons-le de manière intelligente, sans qu'il y ait de projets qui justement viennent un peu mettre de la friture sur la ligne. Et pour nous, ensuite, quand on arrive sur le territoire, bon, bah, ça ne nous dédouane pas non plus d'aller travailler. Et là, pour le coup, bah, les quelques modalités de débat qu'on a sur la prise en compte de la parole des habitants dans les études qu'on fait, sur la prise en compte des différentes modalités sur l'installation des éoliennes, sur machin, voilà. Hmm. Je pense que ça rajoute une couche, mais ça ne dédouane pas pour autant le développeur. Après, il y a peut-être certains développeurs qui se diront, comme on a déjà concerté et que maintenant le cadre est bien défini, bon, c'est peut-être pas la peine Il n'y a plus d'en besoin. rajouter. Mais bon, ça, je parlerai pas pour eux. C'est pas comme ça que nous, on l'envisage, en tout cas. On ne va pas leur faire de procès d'intention. Non, pas du tout. Merci à vous tous. Je propose qu'on arrête là. Il est 15 heures. On avait dit qu'on s'arrêtait à 15 heures. Juste pour vous rappeler que on a les prochains rendez-vous. Le 12 décembre, ce sera avec Claire Bouteloup et puis Gaël Leblois, donc, qui sont des spécialistes de la médiation de conflits, qui viendront répondre à vos questionnements. Et puis en janvier, on vous précisera la date très prochainement, un nouveau webinaire sur les conflits, là, du coup, dans les petits projets d'aménagement urbain. N'hésitez pas, si vous souhaitez vous-même organiser dans votre collectivité, dans votre structure,
des débats sur cette question-là, de la conflictualité autour des projets, on a quelques ressources à vous proposer sur le site de l'Institut. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez. Une publication, hein, ça sera mon mot de conclusion. On l'envisage donc pour mars 2024. Si on y arrive, on essaiera de rassembler tous les éléments dans tous les enseignements donc, de ce parcours de webinaire. Merci à nos intervenants.